Donc, la thèse que je prépare porte sur des femmes critiques d'art actives au cours de la seconde moitié du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Nous pouvons désigner ces critiques d'art par le terme de salonnière qui, malgré son faible usage en ce sens au XIXe siècle, est pensé ici comme un équivalent à salonnier. Donc le terme salonnière désigne ici celle qui écrit des salons, des comptes rendus d'exposition. Alors d'une part, cette recherche, elle contribue au renouvellement des études sur la critique d'art qui tendent depuis une quarantaine d'années à élargir leur champ d'investigation au-delà des écrivains célèbres sur lesquels elles se sont longtemps concentrées, comme Denis Diderot, Charles Baudelaire ou encore Émile Zola. D'autre part, ce travail s'inscrit plus largement dans une réflexion de la discipline de l'histoire de l'art sur la persistance de ces récits et de ces canons. C'est une dynamique qui a, par exemple, permis aux artistes femmes de bénéficier d'un intérêt croissant depuis une cinquantaine d'années, mais qui n'a pas encore beaucoup profité aux femmes qui se sont exercées à la critique d'art. Parmi celles-ci, seules 3 sont par exemple répertoriées dans l'anthologie de la critique d'art de Jean-Paul Bouillon. Des publications déterminantes doivent tout de même être signalées. L'essai de Claire Richter-Sherman et Adèle Ocon sur les femmes interprètes des arts visuels en 1981 ou encore l'article de Viviane Cameron sur 2 critiques d'art françaises du XVIIIe siècle. Plus récemment, l'ouvrage Plume et pinceau, discours de femmes sur l'art en Europe, issu d'un colloque consacré aux historiennes de l'art au tournant du XVIIIe siècle, regroupe des essais portant sur la littérature artistique féminine. Si les publications ont tendance à se multiplier, les contributions féminines à la critique d'art au tournant du XXe siècle restent encore à réexaminer. J'ai choisi à l'occasion de cette conférence de réadapter légèrement mon sujet d'étude et d'orienter mes recherches sur les artistes bordelais. À cet égard, il m'a semblé pertinent de concentrer mon propos sur l'une d'elles, sur l'une de ces critiques, André Mira, dont les articles publiés entre 1902 et 1904 dans la Petite Gironde rendent honneur aux artistes girondins. Dans une première partie, je commencerai par vous présenter cette critique d'art ainsi que le processus de reconstitution de son parcours personnel et professionnel. Je me concentrerai ensuite sur les articles qu'elle rédige sur les artistes girondins avant d'évoquer enfin son positionnement en faveur des artistes femmes, notamment à travers des textes sur 2 artistes bordelaises, Hélène Dufaux et Jeanne Pouplet. En décembre 1902, une rubrique intitulée « Artistes girondins » fait son apparition dans la Petite Gironde, journal régional fondé en 1872 par Gustave Guilleneuillou. Les articles sont signés André Mira, femme de lettres dont les parcours personnels et professionnels sont aujourd'hui méconnus. L'annuaire de l'Association syndicale des critiques littéraires de 1911 nous offre de premiers éléments indispensables à la reconstitution de son profil. Il s'avère qu'André Mira n'est pas un nom d'état civil, mais un nom de plume, emprunté par une certaine Madame Renée Schutzenberger, c'est-à-dire l'épouse de René Schutzenberger. Il s'agit du fils du chimiste Paul Schutzenberger, il était artiste peintre et sa carrière n'a pas totalement aujourd'hui sombré dans l'oubli. Ce sont les avis de mariage publiés dans la presse contemporaine qui nous permettent d'obtenir le véritable nom de notre autrice, puisque le 11 juin 1891, le Figaro annonce le mariage de Paul-René Schutzenberger, artiste peintre, avec mademoiselle André-Marie Boulin. À cet égard, il est assez amusant de noter qu'en 1907, André Mira use de sa plume et de sa position de critique d'art pour publier d'élogieux commentaires à propos des œuvres exposées par son époux lors d'une exposition personnelle à la Maison des Arts à Paris. Elle affirme alors dans le journal que c'est une jouissance pour les amateurs que d'étudier de près, en sa plénitude de force et de grâce, un talent si intéressant par tant de côtés.
Si les tableaux de M. René Schutzenberger indiquent à tous un précieux et délicat talent, j'ose dire que ses dessins le sacrent aux yeux des initiés, comme l'artiste par excellence, synthétiseur de la vie. Elle n'avoue évidemment jamais à ses lecteurs qu'elle est elle-même l'épouse de l'artiste concerné. L'avis de mariage publié dans la presse nous permet de retrouver, dans les archives d'état civil de la ville de Paris, l'acte de mariage des époux. S'il nous indique notamment la date officielle de leur mariage, il nous renseigne surtout sur leur cercle familial et amical. Nous apprenons alors que, le 13 juin 1891, Frédéric Auguste Bartholdi, sculpteur, commandant de la Légion d'honneur, que nous connaissons tous pour être le sculpteur de la Statue de la Liberté, ainsi que Jules Renaudot, également sculpteur, étaient présents en qualité de témoins au mariage des époux. L'acte de mariage, qui précise également les dates de naissance, nous mène directement donc à l'acte de naissance d'André-Marie Boulan, née le 5 octobre 1868 à Paris. Elle est la fille de Charles-Amédée Boulan, conseiller référendaire à la Cour des comptes, et d'Eugénie Amélie Irma d'Alpuget, dont la famille paternelle fut installée à Bordeaux au cours du XVIIIe siècle. Dans l'état actuel des recherches menées pour compléter son état civil, son acte de décès reste introuvable. Nous pouvons toutefois situer son décès après juillet 1936, puisque André Schutzenberger est répertorié dans le recensement de la population du 17e arrondissement de Paris réalisé à cette date. Elle est absente du recensement de 1946, mais aucun acte de décès n'a été trouvé à son nom entre ces deux dates. L'absence de descendance directe et les très maigres archives à son sujet ne nous permettent pas non plus pour l'instant d'approfondir nos connaissances sur la fin de sa vie, qui semble toutefois avoir été difficile. 6 ans après le décès de son époux, lui a été attribué le prix Charlotte Landau, d'une valeur de 5 000 francs, destiné à soulager la misère d'une femme âgée d'au moins 50 ans, pauvre et sans famille, reconnue pour le mériter. Le dépouillement de la presse contemporaine nous a permis, en revanche, de reconstituer les grandes lignes de son parcours professionnel. Le nom d'André Mira apparaît pour la première fois en 1898 dans La Liberté, en signature de nouvelles publiées en feuilleton. À partir de mai 1901, elle publie dans Le Signal. Son premier article d'art, le 28 mai, porte sur le buste d'Alexandre Vinet, réalisé par la sculptrice Fanny Bis, qu'elle découvre lors d'une promenade au Salon des artistes français. Elle écrit « On le contemple longtemps, on y pense lorsque l'on ne l'a plus sous les yeux. Il ne faut pas autre chose pour constituer un chef-d'œuvre. J'ose dire que c'en est un et je suis heureuse d'avoir pu le désigner à l'admiration de mes lecteurs. » Il est assez intéressant de noter qu'André Mira affirme déjà sa position d'intermédiaire entre le public, ses lecteurs, et les œuvres du salon, et qu'elle assume également pleinement son sexe par l'accord féminin à une période où beaucoup de ses consoeurs en masquent encore la marque. Cet article est le premier d'une série de plus de 200 comptes rendus d'exposition publiés entre 1901 et 1908 dans le Signal. En 1906, elle est nommée officier d'académie par le ministère de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes, et elle est alors officiellement citée comme critique d'art, ce qui témoigne de sa reconnaissance. Elle écrit par la suite pour différents organes de presse, comme La Critique ou encore le magazine illustré Madame et Monsieur. Son nom apparaît encore en 1917 en signature d'une nouvelle publiée dans le Petit Écho de la mode, un an après le décès de son époux. Elle n'est ensuite mentionnée qu'une dernière fois, en 1922, lorsque le prix Charlotte Landau lui est attribué. C'est toutefois sur la collaboration d'André Mira avec la Petite Gironde que notre attention se concentre aujourd'hui. En mai 1902, elle y publie un premier article au sujet de Jules Dalou, le sculpteur tout juste décédé et qui avait été choisi pour réaliser un monument commémoratif à Léon Gambetta pour la ville de Bordeaux. Puis, de décembre 1902 à octobre 1904, elle prend en charge une rubrique qu'elle intitule « Artistes girondins ». À travers 24 articles monographiques,
dont certains sont également reproduits dans le journal La Gironde. Elle célèbre des artistes contemporains nés à Bordeaux, dans ses environs et parfois plus largement dans tout le sud-ouest. Si 3 de ces articles concernent des musiciens, tous les autres sont dédiés aux beaux-arts. En 2 ans, elle présente aux lecteurs de la Petite Gironde 13 peintres, 6 sculpteurs et 2 architectes issus de leur région. Son premier article, en date du 28 décembre 1902, est consacré au peintre Gaston Guignard, né à Bordeaux en 1848 et bien intégré dans le monde artistique parisien. Médaillé à l'exposition universelle de 1889, il est élevé au rang de chevalier de la Légion d'honneur en 1891. En liminaire de ses propos sur l'œuvre et la vie de cet artiste, André Mira dévoile le programme défini pour sa rubrique sur les artistes girondins. Elle écrit « La grande secousse de la Révolution a fait de Paris le centre des lettres, des arts, comme celui du gouvernement. Mais enfin, on n'empêchera jamais un homme de génie de venir au monde, à Brest, à Bordeaux, à Carcassonne, tout aussi bien que dans la capitale. Et dans ce cas, je comprends fort bien que ces villes soient fières de leurs enfants illustres. Autant qu'un foudre de guerre, qu'un grand politique, qu'un philanthrope éminent, un artiste de haute valeur est utile à sa patrie. Elle lui doit hommage et vénération quand il est passé maître, appui, soutien moral et matériel, si ses propres moyens d'existence ne lui permettent pas d'arriver au but auquel il aspire. Sans parler des morts illustres comme Auguin, Baudy, Chabry, Lacour, il ne manque pas de vivants pour former à Bordeaux une couronne de gloire. L'objectif est clair, il s'agit de réévaluer les artistes natifs de Bordeaux qui, par leur carrière, contribuent au rayonnement international de la France et plus précisément de Paris, considérée alors comme capitale des arts. Ce projet s'accompagne, de fait, d'une revalorisation du territoire bordelais. Argus, pseudonyme du journaliste en charge de la causerie bordelaise de la Petite Gironde, confirme ce dessin commun aux chroniqueurs du périodique lorsqu'il écrit en 1903 « Notre journal ne manque pas de collaborateurs pour signaler à leurs lecteurs les succès de nos compatriotes, bordelais, girondins ou simplement méridionaux du sud-ouest, qui sont allés conquérir la renommée à Paris. » Albert Robert dans ses lettres parisiennes, Auguste Gaud dans ses hommes de la région, Madame André Mira dans ses croquis d'artistes girondins, ne laisse pas échapper une occasion de faire connaître les hommes et les œuvres artistiques, littéraires et autres issus en quelque manière de notre terroir. De ce fait, je vous propose de relever les différents moyens mis en œuvre par André Mira pour contribuer à ce projet. Il me semble primordial d'exposer en premier lieu le véritable travail documentaire qu'elle réalise pour restituer les parcours de chacun. Un historique précis de la vie professionnelle des artistes, orienté vers leur succès, est établi en liminaire de chaque article. Elle s'attache notamment à rappeler l'ensemble des récompenses et des succès obtenus. À propos d'Étienne Tournès, elle écrit « Dans la pléiade des artistes girondins dont le talent est définitivement reconnu et sacré, Monsieur Tournès est un des plus jeunes, un de ceux, en tout cas, dont les œuvres ont paru depuis peu de temps. Il est vrai que dès leur apparition, elles ont séduit le public, enthousiasmé les connaisseurs, obtenu les récompenses du jury de peinture. Il y a 16 ans à peine, sa première toile exposée, Le Matin, eut une mention honorable au salon de 1887. L'année suivante, sa femme faisant chauffer un fer était médaillée et achetée par l'État. Une médaille d'argent à l'exposition universelle, avec une femme à sa toilette, et voilà l'artiste sortant tout à fait de la foule, voguant à pleine voile sur l'océan du succès. Sa ville natale, Bordeaux, les musées de l'État, le Luxembourg, etc., se disputent ces tableaux. Cette liste des médailles obtenues n'a pu être obtenue que par le biais de recherches approfondies sur la carrière du peintre. À cet égard, signalons que la rédaction de ces textes sont régulièrement précédées de visites en atelier. Elle indique en effet, dans l'article consacré à Tournès, avoir pénétré dans son homme doux et méditatif. Une visite semble également avoir été rendue à Pierre Granet, né en 1842 à Villenave-d'Ornon, et dont de nombreuses sculptures ornent encore aujourd'hui Bordeaux. En introduction de l'artiste consacrée au statuaire, elle explique en effet « Au bout de la rue Perronnet, à Neuilly, une porte à claire-voie peinte en vert
une courette remplie de poussière marbrée, une autre porte, simple et modeste, qui ferme un pavillon. C'est à celle-là que j'ai frappé, et j'ai trouvé, dans l'homme qui venait m'ouvrir, le véritable type adéquat au milieu qu'il habite, au court espace franchi pour arriver jusqu'à lui, à la fois l'artiste et le sage, l'âme poétique et vibrante qui se rapproche de la nature pour s'y mieux identifier. Le philosophe qui s'éloigne des milieux mondains par crainte d'y laisser son indépendance ou son originalité. En un mot, Monsieur Pierre Granet. 2 lettres issues des correspondances Fernand Lafargue conservées par la bibliothèque Mériadec renseignent encore sur le travail documentaire mené par André Mira pour rédiger ces articles. Probablement en réponse à une lettre où Fernand Lafargue lui demande des nouvelles d'un article à venir, elle écrit le 15 mars 1903. Monsieur, l'article en question est fait et a été porté à la Petite Gironde depuis longtemps déjà. Mais des difficultés tout à fait indépendantes de moi, et que je vous expliquerai quand j'aurai le plaisir de vous voir, l'ont empêché de paraître jusqu'à présent. J'avais du reste l'intention de vous écrire à ce sujet, ou d'aller vous trouver un de ces vendredis si ce jour vous convient. Dans la seconde lettre, elle lui indique qu'elle lui renvoie les documents qu'il a bien voulu lui prêter et s'excuse de les avoir gardés un peu longtemps, son travail ayant été retardé par une maladie. Nous pouvons alors supposer que les documents fournis par l'écrivain bordelais ont été utiles à André Mira pour la rédaction de l'une de ses monographies. À diverses reprises, André Mira s'attache également à rétablir le lieu de naissance de certains artistes dont les succès ne peuvent que participer à la renommée de la ville de Bordeaux, mais dont les noms de famille ne sonnent pas très girondins, tels qu'Alfred Smith. Le peintre, exposant au Salon de la Société des Amis des Arts de Bordeaux, formé par le paysagiste bordelais Hippolyte Pradel et médaillé à l'exposition universelle de 1900, est également élevé au rang de chevalier de la Légion d'honneur. Ses œuvres figurent dans les collections des musées de Paris et des musées de province. C'est par une courte leçon qu'elle décide d'introduire son article. Un peu d'histoire. La guerre de 100 ans, la longue occupation de la Guyenne par les Anglais, le mélange forcé des races pendant cette période dans toutes les classes de la société ont laissé à Bordeaux des traces curieuses et profondes, tout comme l'occupation sarrasine dans les provinces frontières de l'Espagne. On retrouve un peu partout en Gironde des vocables anglais déformés par la langue d'oc, des noms de baptême, William, James, etc. Des traits de caractère qui rappellent les sujets du prince noir et forment avec la nature franche, vive et gaie du véritable français le mélange le plus séduisant. Lorsque l'on connaît les êtres, il n'y a pas d'erreur possible. Mais à première vue, sur la simple audition de leur nom ou de leur prénom, on peut aisément s'y tromper. Bien des gens, par exemple, sur la foi du nom, ont pris M. Alfred Smith pour un fils d'Albion. Il n'en est rien. M. Smith, né à Bordeaux, est un excellent Français, dont le profond amour pour sa terre natale ne le cède à aucun autre. Consacrant un article à John Lewis Brown, décédé en 1890 à l'occasion d'une exposition de son œuvre au musée du Luxembourg, André Mira récidive. Elle écrit « Le musée du Luxembourg ouvre ces jours-ci, pour plusieurs mois, une exposition composée de quelques tableaux, lithographies en couleurs, gravures à l'eau forte et aquatintes de John Lewis Brown. C'est avec un plaisir ému que je suis allé l'examiner, car John Lewis Brown est un des artistes girondins qui ont fait le plus d'honneur à leur patrie. Son nom évoque immédiatement, pour les amateurs sérieux, toute une série d'œuvres élégantes et fines, d'une variété infinie, dans leurs notes presque semblables, et desquelles une science profonde n'exclut pas la radieuse fantaisie d'un art toujours jeune, même à l'époque où la mort étreignait déjà ce grand artiste. John Lewis Brown, en dépit de son nom d'allure britannique, est né à Bordeaux d'une famille depuis longtemps française, descendant d'anciens Écossais réfugiés là après la chute des Stuarts. Par ailleurs, André Mira se plaît à rappeler à son lectorat les filiations diverses qui existent entre les artistes qu'elle étudie. À propos de Pierre Vignal, né au Bouscat en 1855, elle écrit « Le jeune Vignal trouva dans Maxime Lalanne, ce grand artiste doublé d'un homme de bien, l'ami fidèle et sûr qui lui ouvrit le chemin et facilita ses débuts.
Frappé des dispositions de son compatriote, Lalanne dirigea ses efforts, lui donna quelques conseils, lui confia même, au bout de peu de temps, la direction d'une partie de son atelier d'élèves. La geôle était brisée, les ailes pouvaient se déployer et le porter d'un vol large, soutenu, vainqueur, jusqu'au plus haut sommet. Les familles d'artistes sont également évidemment mises en avant. C'est notamment le cas pour Guillaume Allot. Elle écrit « Il est assez rare de voir une dynastie d'artistes traverser plus d'un siècle en produisant sans cesse des talents originaux, personnels et toujours intéressants à étudier. La dynastie des Allot, qui n'est pas, je l'espère, près de s'éteindre et qui a en ce moment pour représentant à Paris M. Guillaume Allot, offre un de ces beaux exemples d'égalité dans la valeur. Depuis le commencement du XIXe siècle, la ville de Bordeaux a lieu d'être fière de les avoir vus naître. Tout plein de mérites, de talents savants et gracieux, quelques-uns comme Jean Allot, que l'on appelait le Romain, obtinrent la consécration officielle qui donne au public vulgaire et peu connaisseur une juste idée de la puissance du peintre. Jean Allot, prix de Rome en 1815, devint membre de l'Institut et, nommé directeur de l'Académie de France à Rome, d'où son surnom, dirigea longtemps, avec sagesse, fermeté, l'administration de la Villa Médicis, où il mourut en 1864. Son frère, peintre aussi, inventa la diorama et ouvrit ainsi la voie au panorama qui charme les générations actuelles. C'étaient les deux oncles de M. Guillaume Allot dont nous nous occuperons aujourd'hui. Quant à son père, il a laissé à Bordeaux la réputation d'un architecte des plus distingués. Ce sont aussi les compétences techniques des peintres et sculpteurs qu'André Mira s'attache de complimenter. Dans son article dédié à Gaston Schnegg, elle affirme que toute matière est bonne au sculpteur pour exprimer sa pensée. Marbre, bois ou bronze, il les traite avec un égal talent, une science aussi solide des secrets particuliers qu'exige tel ou tel morceau. Il affectionne beaucoup le bois, et il a raison, car il a prouvé qu'avec cette substance, ordinairement réservée aux ébénistes et aux menuisiers, on peut arriver à l'émotion poignante du grand art. Je n'en veux pour preuve que sa statue du salon de cette année, La Tempête, cette sombre figure de moine drapé en son froc que le vent soulève, et dont le corps se devine aussi vivant, aussi frémissant que s'il eût été taillé dans la pierre ou le marbre. Toutes ces petites statuettes de femmes, d'enfants, ces groupes d'animaux qu'il a tirés du chêne, donnent l'impression non d'objets d'art, mais d'œuvres artistiques d'une haute portée. Il a plié le bois à toutes les souplesses de la forme, à toutes les finesses de l'expression, à toutes les majestés de l'allure. Quant au marbre, il sait en tirer, avec toutes les qualités que je viens de mentionner, une luminosité particulière qui n'appartient qu'à lui et qui, indiquant sous le sculpteur de génie l'habile praticien, font de ces figures, de ces groupes et de ces hauts reliefs autant de tableaux complets. Elle poursuit cet article sur Gaston Schnegg en signalant que son succès ne fut pas long à récompenser, ses efforts. Nommé associé l'année suivante, où il exposait 2 bas-reliefs de bronze, il fut sociétaire en 1896, après le tollé d'admiration que provoquèrent ces 2 groupes en bois, dont l'un, bourgeois et savant, figure maintenant au musée de Bordeaux. Ces quelques dernières lignes nous intéressent puisqu'elles révèlent un autre objectif des articles d'André Mira, à savoir la mise en valeur des collections du musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Elle agit ainsi pour la reconnaissance des collections provinciales qui passent souvent inaperçues à côté de celles de Paris. Son article de 1903 sur Antoine Plassans met à l'honneur le déjeuner des enfants, peinture léguée par le peintre tout juste décédé au musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Elle écrit « Il possédait en outre une vision très curieuse. Son œil, à la fois pénétrant et synthétique, fouillait toutes les finesses d'une expression, toutes les délicates souplesses de la moindre attache, toutes les chatoyances d'un pli d'étoffe, sans pour cela perdre l'ampleur et la tenue générale. Le tableau qu'il a laissé par testament à la ville de Bordeaux est un des exemples les plus frappants. Rien n'est gracieux, pondéré, intéressant comme cette scène d'intérieur, où rien n'est négligé, mais dont les détails,
malgré leur richesse ou leur minutie, ne distrait pas de l'ensemble. Car la dernière pensée de Plassans a été pour sa ville natale. Il a voulu qu'elle gardât une de ses œuvres favorites, une de celles que son pinceau a caressées avec le plus d'amour et où il a mis vraiment son âme d'artiste élégant et profond. Elle réserve encore de beaux commentaires aux œuvres du Landais Gabriel Biessy, acquises par les musées des Beaux-Arts, parmi lesquelles l'Alcool de 1897. Voyez seulement le titre de ses principales toiles, l'Alcool, acheté par le musée de Bordeaux. Une des plus belles œuvres qu'il m'ait été donné de voir en ce genre, ce triste intérieur où l'homme attablé près d'un litre d'absinthe, stupide et béant sous l'action du mauvais liquide, déjà maigre, pâli, affaibli, tout près du tombeau ou de l'asile des fous, semble ne pas voir autour de lui l'enfant qui range le ménage, la femme courbée au travail quotidien. La rubrique Artistes girondins d'André Mira a sans aucun doute participé à la reconnaissance de ces peintres et sculpteurs auprès du lectorat bordelais. Il peut néanmoins être pertinent de s'intéresser à la diffusion de l'œuvre de ces artistes en dehors de la Gironde. André Mira s'est-elle limitée à leur valorisation au sein de la petite Gironde ou a-t-elle également contribué à leur reconnaissance auprès d'un public élargi ? Une rapide enquête dans les comptes rendus d'exposition qu'elle rédige pour d'autres périodiques suffit à donner une réponse, puisque nombreux sont les peintres et sculpteurs issus de Bordeaux qu'elle repère au Salon parisien. Au Salon d'automne de 1904, elle signale par exemple le très beau buste de Roland par M. Granet et au Salon de la Nationale, la dîme de M. Gaston Schnegg, qui s'est donné au marbre une physionomie multiple et curieuse, variée à l'infini ses effets. En 1907, c'est également elle qui se charge de rendre compte de l'exposition de l'association girondine, dont elle loue l'initiative. Monsieur Raoul de Saint-Aromont, homme de lettres, et Gaston Guignard, artiste peintre, ont eu l'honneur de fonder et de mener à bien une association girondine dont la première manifestation artistique a lieu ces jours-ci au Cercle de la Librairie. Cette manifestation ne manque pas de charme. Il y a là des tableaux, des aquarelles, des estampes, de la gravure, de la sculpture et de l'architecture, dont presque chaque auteur dénote un sens profond de l'art, une vision très nette et très élevée du beau absolu dans ses rapports avec toutes les matérialités de la vie. J'ajoute qu'on en rapporte l'impression, assez peu banale, de la poésie immanente des choses, très caractéristique de ce milieu spécial, et qu'on pourrait ne pas s'attendre à y trouver lorsqu'on n'en a étudié que quelques individualités isolées, surgit un moment de la foule cosmopolite des salons, et que l'on a pu comparer ou assimiler à d'autres de la même provenance. Caractère général, entendons-nous bien, car chacun garde son originalité propre. Elle y signale entre autres les peintures d'Alfred Smith, qui exaltent la joie triomphante de l'être en ses vues de Capri, de Venise, de Bretagne, du mouvement invisible des atomes de l'atmosphère, et encore Louis-Charles Malric, qu'elle qualifie d'humoristique avec son Bacchus enfant. En 1905, elle accorde une place d'honneur à l'envoi d'Hélène Dufaux au Salon des artistes français. La couleur est constante, l'harmonie fine, le contour gracieux, la composition simple et savante dans le panneau de mademoiselle Clémentine Hélène Dufaux. La jeunesse. C'est, à mon avis, la meilleure toile décorative du salon, parce que telle qu'elle est conçue, elle ne jurera nulle part et sera toujours agréable aux yeux. Ce commentaire flatteur me permet d'orienter mon propos sur les artistes bordelaises qu'étudie André Mira. En juillet 1903, elle réservait déjà sa rubrique de la Petite Gironde à Hélène Dufaux, peintre née à Quinsac et formée à Paris à partir de 1888 à l'Académie Julian, l'un des seuls lieux de formation alors accessibles aux femmes. Médaillée à de multiples reprises entre 1895 et 1902 au Salon des artistes français, lauréate d'une bourse de voyage, membre fondateur du Salon d'automne, l'artiste qui sera élevé au rang de chevalier de la Légion d'honneur en 1909 a retenu l'attention d'André Mira
pour ce qu'elle peut apporter à Bordeaux en termes de renommée. Son approche est similaire à celle des autres articles. Elle s'attache notamment à rappeler le lien de la peintre avec sa ville natale. Elle écrit « Une très grande pureté dans le dessin, un charme très pur de modelé et de couleurs, une délicatesse de contour, une science de composition rappelant à la fois les maîtres de la Renaissance italienne et la sérénité heureuse des pères grecs, telle paraît due la caractéristique du talent de mademoiselle Dufaux. Elle s'est placée en peu d'années au premier rang de nos artistes et la Gironde, qui est la ville naître, peut en être fière. Ses œuvres resteront dans nos musées à côté des gloires consacrées. Elles sont de celles qui s'imposent en dépit des variations de la mode ou des idées particulières d'une époque. Née à Quinsac, près de Bordeaux, mademoiselle Clémentine Hélène Dufaux possède bien le type du Midi basque, auquel plusieurs de ses ascendants, paraît-il, ont appartenu. Un visage intelligent et fier, des yeux brûlants, chauds comme le soleil de Gascogne, une peau mate sous la chevelure sombre, une tournure élancée qui fait paraître la taille plus haute et donne à la démarche cette élasticité propre aux Landais et aux Pyrénéens. À une période où les artistes femmes peinent encore à s'établir sur la scène artistique, André Mira montre qu'elles contribuent tout autant que leurs confrères à la renommée de Bordeaux. Se définissant elle-même féministe, André Mira se fait encore plus engagée dans l'article qu'elle propose de la sculptrice Jeanne Pouplet. Pour rappel, la pratique de la sculpture, que Zola considère être le plus noble et le plus viril des arts, paraît incompatible avec la conception de la féminité propre au XIXe siècle. Jeanne Pouplet, qui a été la première femme admise à l'École des Beaux-Arts et des Arts décoratifs de Bordeaux avant de poursuivre sa formation à Paris, a été récompensée en 1900 d'une médaille de bronze et elle est alors connue sous le pseudonyme de Simon de Lavergne. Dans son article, André Mira décrit le buste de Jeanne Pouplet, alias Simon de Lavergne, réalisé par celui qui fut son professeur, le Bordelais Lucien Schnegg. Elle écrit « Ce Simon de Lavergne, monsieur Lucien Schnegg, son compatriote, s'est chargé d'en reproduire les traits pour la postérité en un buste acquis au dernier salon pour le musée du Luxembourg. C'est une tête de jeune fille, douce et fière, aux longs yeux de rêve et d'énergie, aux lèvres bien ourlées, tendres et malicieuses, aux lourds cheveux dont les tresses nouées accentuent encore la forme large du crâne, la majesté du front pensif. Le marbre semble palpiter, comme la chair de cette face jeune, au plan uni, à la grâce un peu virile, et donne de Simon de Lavergne, alias mademoiselle Jeanne Pouplet, la très juste idée d'une union parfaite du charme féminin et de la force, de la noblesse, du travail patient et réfléchi qu'exige un art jusqu'alors presque exclusivement réservé aux fils d'Adam. » Tout en valorisant de nouveau une artiste bordelaise, André Mira s'attache à rétablir l'identité féminine dissimulée par le pseudonyme masculin. Elle rappelle également les écueils dont souffrent les sculptrices et se positionne ainsi clairement en faveur des artistes femmes. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Manon pour cette intervention et le parcours d'André Mira qui est très intéressant et que je ne connaissais pas. Et je ne sais pas si tout le monde connaissait André Mira. Est-ce qu'on passe peut-être aux questions? Est-ce que quelqu'un a une question? Sinon, j'en ai plein, mais oui, vas-y. Je vais commencer, je vais lancer les questions. Mais merci beaucoup Manon d'abord pour cette présentation intéressante. J'aurais une question sur André Mira et plus largement les artistes et les critiques d'art féminines. Tu as montré qu'elle avait une certaine sensibilité à l'œuvre de ces artistes féminines parce qu'elle-même était une femme. Il y a un passage qui m'a intéressé, c'était la critique du tableau qui représente un buveur d'absinthe qui est intitulé L'alcool, où elle dit bien qu'il y a en effet dans cet intérieur une femme courbée au travail. Est-ce que les critiques d'art féminines et André Mira plus particulièrement ont une sensibilité à certains sujets? Est-ce que leurs critiques d'art
est différente de celle de leurs confrères? Est-ce qu'on voit des sujets qui émergent plus que d'autres dans cette critique féminine? Alors, effectivement, il y a des sujets qui reviennent peut-être davantage plus, et notamment la question des artistes femmes. Alors, toutes les critiques d'art femmes ne parlent pas forcément des artistes femmes, mais c'est quelque chose qui revient quand même régulièrement, et je crois notamment parce que il me semble que la reconnaissance des critiques d'art femmes dépend beaucoup de celle des artistes femmes. Et c'est un sujet qui revient notamment énormément dans la presse féministe qui se développe à partir des années 1880. Et dans le cas d'André Mira, alors elle ne publie jamais dans des journaux féministes. En revanche, elle parle effectivement souvent d'artistes femmes, et elle dit elle-même que si elle n'avait pas horreur des étiquettes, elle se dirait elle-même féministe. Et donc effectivement, c'est quelque chose qui revient souvent, et elle a des paroles très très fortes, comme celle pour André Mira à la fin, pour la sculpture qui était jusqu'alors réservée au fils d'Adam. Et c'est aussi une critique qui va énormément s'intéresser au Salon de l'Union des femmes peintres et sculpteurs, qui est une association d'artistes femmes créée en 1881 et qui permet aux artistes femmes d'exposer seulement entre elles et de gagner une certaine reconnaissance publique. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Non, donc je profite pour poser ma question. Tu nous as montré plein de critiques qui sont très, très amélioratives au final. Est-ce qu'on a plus des critiques qui sont plus critiques pour le coup vis-à-vis des auteurs, des artistes girondins est-ce qu'on a vraiment un style beaucoup plus critique vis-à-vis de leurs œuvres, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs? Par rapport à André Mira ? Oui. Oui, en fait, là, je vous ai montré surtout les articles issus de La Petite Gironde, qui sont des monographies qui ne sont pas forcément des critiques d'art. En revanche, tous les articles qu'elle publie pour Le Signal ou La Critique sont vraiment des comptes rendus d'exposition, et elle prend plus cette position de critique. D'accord, merci. Quelqu'un d'autre? Bon, eh bien on peut clôturer. Merci. On peut Merci encore beaucoup. applaudir Manon Grégoire. Merci beaucoup pour ta conférence.